Sikiza tete ya mazingira, sikiza tete ya mazingira. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre votre magazine TT à Mazingira sur la gouvernance des ressources naturelles. Nous recevons aujourd'hui Fior Longo qui est la directrice de Survival International France et chargée de plaidoyer de la campagne Décolonisons la protection de la nature. Elle a publié un livre. À travers ce livre, elle parle de la lutte écologique et aussi des liens que cela doit avoir avec la lutte pour les droits humains qui sont intrinsèquement liés. Je suis Daniel Makas, c'est la présentation de votre podcast aujourd'hui. Bonjour Fior Longo. Bonjour, je m'appelle Fior Longo, je suis la directrice de l'association Survival International France et aussi chargée de plaidoyer pour notre campagne pour décoloniser la protection de la nature. Nous vous recevons aujourd'hui dans ce podcast pour parler de votre lutte à travers la campagne Décolonisons la protection de la nature des Survival International. Récemment, vous avez publié un rapport autour du carbone des sangs au niveau du Kenya. Autour de cette réflexion, dites-nous, c'est quoi la campagne Carbone des sangs? Notre nouvelle campagne Carbone des sangs essaye de mettre fin au projet des carbone dans les aires protégées où les droits des peuples autochtones sont violés. On a démontré depuis des années que la création des aires protégées, donc des parcs naturels ou des réserves des tigres, par exemple, en Afrique et en Asie, entraîne des violations massives des droits de l'homme. Ça veut dire en concret que les gardes du parc qui sont censés protéger ces zones de conservation, ils vont commettre des violations des droits de l'homme envers les peuples autochtones qui habitent dans ces terres. Donc chaque fois que les peuples autochtones, par exemple, ils vont vouloir accéder à leurs terres pour chasser, pour faire la cueillette, ils vont être torturés, violés, tués par ces gardes du parc. Tout ça avec de l'argent des contribuables européens et américains surtout. Mais maintenant, en plus de tout ça, on a un nouveau danger pour les peuples autochtones qui est lié aussi à la marchandisation de la nature. Parce que ces aires protégées, ils vont être financés grâce aussi à la vente des crédits de carbone. Donc plusieurs de ces aires protégées disent de pouvoir empêcher le relâche des carbones dans l'atmosphère à travers, par exemple, empêchant la déforestation. Et donc, ils vont être maintenant financés par la vente de ces crédits de carbone qui sont achetés par des compagnies polluantes pour dire qu'ils sont en train d'atteindre leur mitigation climat. Donc, d'un côté, les peuples autochtones qui sont les personnes qui ont moins contribué à la crise climatique, ils perdent leurs terres pour faire ci que des compagnies polluantes en Occident puissent acheter des crédits de carbone et prétendre de compenser leurs émissions. En particulier, dans ces campagnes de carbone des sangs, nous nous focalisons surtout et nous travaillons sur un cas dans le nord du Kenya où, sous prétexte d'établir un nouveau type des aires protégées qui sont appelées conservatoires, une organisation de protection de la nature qui s'appelle Northern Rangeland Trust a pris le contrôle des millions d'hectares de terres et qui sont habités par les peuples des éleveurs pastoraux, les Samburu, les Borana, les Rendile et les Maasai, et qui essayent de vendre des crédits de carbone à travers un projet qui menace la survie de ces peuples et leur résistance eux-mêmes au changement climatique. Quelle est l'innovation de cette campagne Carbone des sangs comparativement à d'autres campagnes menées par Survival International? Toutes les campagnes de Survival International visent à la reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones. Et notre campagne Carbone des sangs va dans la même direction. Nous sommes convaincus que le respect des droits territoriaux des peuples autochtones soit la meilleure manière de protéger notre environnement. 80% de la biodiversité s'y trouve dans les territoires des peuples autochtones. Ils sont les meilleurs placés pour protéger leurs terres. Donc, dans ces points de vue, notre campagne est exactement comme toutes les autres campagnes de Survival International. L'aspect que je dirais le plus innovatif de cette campagne, c'est qu'on commence à travailler contre ce qu'on appelle les fausses solutions au changement climatique. Donc, c'est pas la seule de notre campagne dans ce moment qui vise à dénoncer toutes ces fausses solutions, mais c'était la première. Donc, nous nous concentrons sur des
des soi-disant solutions qui sont proposées surtout par l'industrie de la conservation pour faire face au changement climatique, en démontrant que la seule manière de lutter contre les changements climatiques, c'est vraiment de s'adresser aux racines des problèmes. Les racines des problèmes étant surtout la surconsommation et l'exploitation de la nature pour les profits qui est menée surtout pour les grandes entreprises du Nord global et aussi par les grandes entreprises et par les gouvernements. Donc, cette campagne vise à dénoncer ces projets de crédits de carbone qui sont faits surtout dans des terres volées aux peuples autochtones. Expliquez-nous en quoi consistent les systèmes traditionnels historiques des Gada et des Mpaka exercés respectivement par les peuples Borana et les Samburu au Kenya. Donc, une partie de notre critique au modèle de conservation dominante est surtout le racisme. Donc, depuis que ces modèles de conservation existent, depuis ce moment, l'influence de la pensée raciste est très concrète et visible. La majorité des conservationnistes qui suivent ce type de modèles que nous appelons conservation fortress, donc qui expulsent les peuples autochtones, croient que les peuples autochtones ils n'ont aucune idée de comment protéger leur propre environnement. Et je pense que les projets du NRT, ces projets de crédit de carbone au Kenya que nous opposons, est partie de ce type de pensée, fait partie de ce type de pensée raciste. Les projets entiers se basent sur l'idée que les peuples autochtones, les éleveurs-pastoraux qui habitent dans le nord du Kenya depuis des générations, sont en train d'abîmer leur territoire. Et que donc la ONG NRT va expliquer à ces populations comment gérer leur propre environnement, de manière que les peuples pastoraux, ils ne vont plus faire du pâturage dans la manière dans laquelle ils font. Et donc, la végétation, elle va repousser et va absorber plus de carbone. Et donc, ce carbone additionnel, il sera après vendu aux compagnies polluantes pour compenser les émissions. Mais ça se base sur un préjugé très raciste. Donc, l'idée que ces peuples sont en train d'abîmer avec la manière dans laquelle ils font pâturer leurs animaux, qui sont en train d'abîmer la nature. Donc, pour démontrer que ça, c'est pas vrai, nous avons constaté en parlant avec des communautés Borana et aussi Samburu qu'ils sont par contre un régime traditionnel des pâturages qui est très codifié, qui suivent aussi des classes d'âge, donc dans lesquelles la prise de décision est surtout faite par les personnes les plus âgées, donc du peuple. Ces régimes traditionnels garantissent que les pâturages soient réglementés. Donc, il y a certaines choses qui peuvent se faire et certaines choses qui ne peuvent pas se faire. Par exemple, ils vont toujours laisser de l'eau pour aussi les animaux sauvages. Ça, c'est un impératif de ce type de régime. Mais ils ne sont pas seulement réglementés, ils sont aussi très adaptatifs. Ils s'adaptent tout le temps, nécessairement, aux conditions climatiques qui sont très difficiles. On est dans le nord du Kenya, donc on a des périodes de sécheresse énormes, mais aussi des périodes de pluie aussi plutôt intenses. Donc, ces schémas des pâturages suivent des variations saisonnières qui sont totalement imprévisibles des pluies, parce que, comme j'expliquais, dans cette zone qui est généralement très aride, les précipitations peuvent être très localisées, et donc ils peuvent avoir un impact très 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 important sur où trouver l'eau, et donc sur la quantité d'eau. Et donc ces systèmes, comme je l'expliquais, ils s'adaptent tous les jours pour pouvoir et décider jour par jour pour pouvoir s'adapter à ces conditions météorologiques et ces conditions géographiques qui sont très 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 particulières. Ce type de système a démontré donc une résistance énorme aussi au changement climatique parce que les peuples autochtones puissent donc s'adapter très facilement. Et c'est un système aussi nomade, donc basé sur ces décisions liées à la classe d'âge. Les familles vont décider où faire des pâturés, selon donc où ils puissent trouver l'eau, où ils puissent trouver les meilleures conditions climatiques. Et donc ça va changer des jours par jour. Et donc ça les permet bien sûr de faire face au changement du climat aussi.
Et pour terminer, Fior Longo, dites-nous de quelle manière ces systèmes sont affectés par le projet de crédit carbone Northern Kenya Grassland Carbon Project au Kenya. Nous avons donc les projets du NRT, ils nous disent que les peuples autochtones ils font un type des pâturages qui est totalement non planifié et qui va totalement, qui n'est pas, et qui va totalement, il n'est pas soutenable et qui abîme totalement les sols. Ce que nous voyons, c'est le contraire. Donc, il s'agit d'un régime très planifié, mais qui, en même temps, il s'adapte aux conditions. Donc, il est planifié dans le sens qu'on a un système des prises de décision par les anciens, les personnes plus âgées, mais qui en même temps s'adapte au changement météorologique. De l'autre côté, les systèmes donc les systèmes qui nous proposent les projets carbone, c'est un système qui est planifié, mais dans un certain point de vue, c'est une planification centralisée et imposée à partir d'un comité de gestion des pâturages qui a été créé. Donc, il ne respecte pas ces structures liées à la classe d'âge et liées aussi à la tradition, mais qu'il est totalement imposé par les conservatoires. Et donc, est lié aussi au conseil d'administration des conservatoires. Donc, il n'a rien à voir avec les structures traditionnelles. Donc, ce système vise à imposer une manière de faire les pâturages qui c'est plutôt différent parce qu'il va être concentré surtout dans les territoires du projet. Donc, juste pour vous expliquer, comme je disais avant, dans la manière de faire les pâturages traditionnels, les peuples Borana et Samburu, ils vont se bouger avec leurs moutons, leurs vaches, où il y a la pluie, où il y a les conditions météorologiques qui soient positives pour que leur bétail puisse manger. Donc, à partir de ces systèmes, donc, il est réglementé par quelqu'un qui est loin, donc décidé totalement sans le consentement de la population, mais qui en plus, ils vont imposer de rester à l'intérieur d'un territoire donc c'est plus petit et dans lesquels leurs conditions de vie, ils vont pas pouvoir être maintenus. Donc, la capacité de ces peuples autochtones à survivre aussi à ces conditions, comme je l'expliquais, qui sont des conditions très difficiles, mais aussi au changement climatique qui fait augmenter la sécheresse, ils sont mis en discussion et en danger par ce type de projet. Parce que si ces peuples, ils peuvent pas faire ce qu'ils font, donc c'est faire paître leur bétail dans des millions, dans des centaines de kilomètres, donc ils peuvent bouger centaines de kilomètres. Donc s'ils sont empêchés de faire ça, ils sont concentrés sur une aire déterminée, ils vont pas pouvoir survivre. Et donc ça a un impact énorme sur leur mode de vie. Mais aussi, la chose qui est plus étonnante, c'est que les projets, il doit les obliger à rester dans l'aire du projet, parce que sinon, ils ne peuvent pas démontrer. Donc pour pouvoir vendre les crédits carbone, il faut que les projets démontrent qu'il arrive à contrôler ses frontières, donc les frontières du projet. Si les projets ne peuvent pas faire ça, donc ils ne peuvent pas démontrer que les projets fonctionnent. Donc les projets sont obligés à impacter la vie de ces peuples qui sont les meilleurs conservationnistes et qui n'ont pas aucun impact sur les changements climatiques, pour pouvoir dire de mitiguer les changements climatiques, en mettant en danger la vie des peuples autochtones, qui par contre, ils s'adaptent très bien au changement climatique. Merci Fior Longo pour vos explications. Nous étions en train de parler de votre campagne Carbone des Sangs. Cette campagne menée par Survival International pour les biens des peuples autochtones. À la présentation de ce podcast aujourd'hui, j'étais Daniel Makassi. Portez-vous bien.